Bonjour, c'est Jean Z pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le portrait de la fillette, disparue en 2003, mince sourire aux lèvres et portant un pull rouge, fait aujourd'hui partie de la mémoire collective des Français. À la fin du mois d'août dernier, l'ADN d'Estelle Mouzin a été retrouvé sur un matelas appartenant au tueur en série, Michel Fourniret. Quelques mois plus tôt, l'ogre des Ardennes avait formellement admis l'avoir tué. 17 ans après les faits, il aura fallu toute la ténacité d'une juge d'instruction pour jeter une lumière décisive sur ce mystère criminel. L'affaire Estelle Mouzin, un récit Code Source en 2 épisodes, avec Damien Delceni, rédacteur en chef, et Vincent Gautronot, journaliste au service police-justice du Parisien. Damien Delceni, vous êtes chef du service police-justice du Parisien. Vincent Gautronot, au sein de ce service, vous suivez l'affaire Michel Fourniret. Pour préparer ce podcast, on s'est plongé dans les archives du Parisien. À chaque avancée de l'enquête ou à chaque date anniversaire de la disparition d'Estelle, on voit dans le Parisien le père d'Estelle, Éric Mouzin, qui vieillit sur la photo d'année en année et qui n'a jamais baissé les bras, Damien Delceni. Jamais, ouais. C'est lui qui a tenu un peu à bout de bras, on a presque envie de dire, cette affaire depuis le début. C'était sans doute pour lui un moyen de survie aussi, sans doute. Sans faire de comparaison, son ex-femme, la maman d'Estelle Mouzin, elle était beaucoup plus effacée au cours de toutes ces années d'enquête. Ça a été sa façon à elle de tourner la page sans doute. Et c'est vrai que lui, il a été toujours là tous les ans, les rassemblements. Il a écrit un livre, il a monté une association. Donc voilà, ça a été son combat, oui. On va raconter cette affaire en reprenant tout depuis le début. Avant d'en venir au dernier développement, Éric Mouzin est déjà divorcé de la mère d'Estelle Mouzin. À ce moment-là, nous sommes en 2003, le jeudi 9 janvier 2003, à Guermantes, une commune de 1400 habitants de Seine-et-Marne. La petite fille de 9 ans rentre de l'école. On est au mois de janvier, il fait nuit, il fait surtout très très froid parce que c'est une des soirées les plus froides de l'année. Il a neigé quelques heures auparavant, il y a du verglas qui commence à se former. Et ce soir-là, elle rentre de l'école. Alors, elles sont d'abord 3 à sortir de l'école au moment de l'étude. Et elles se séparent à peu près au niveau d'une boulangerie où elle est vue d'ailleurs pour la dernière fois, Estelle. Il lui reste quelques centaines de mètres à faire pour arriver chez elle. Et c'est sur ces quelques centaines de mètres-là qu'elle disparaît. Peu de témoignages directs parce qu'on le redit, il fait nuit noire. C'est l'hiver, il fait très froid, les gens sont rentrés chez eux. Et effectivement, très très peu de monde dehors à ce moment-là. Vers 20h45, après avoir cherché un peu partout, sa mère, Suzanne, prévient la police et les recherches commencent. En fait, sa maman, quand elle rentre du travail, elle est tout de suite très étonnée de ne pas trouver Estelle à la maison. Il y a sa grande sœur qui est là, qui a 16 ans, Lucie, qui est elle à la maison. Mais quand elle rentre, elle voit pas Estelle. À l'heure où elle rentre, c'est pas normal, donc elle s'inquiète assez vite. Elle passe très vite un coup de fil aux parents de ses copines les plus proches pour voir si d'aventure elle n'est pas restée chez elle pour regarder la télé ou autre. Et une fois qu'elle sait qu'Estelle n'est pas chez ses copines, immédiatement pour elle, ça devient une source d'inquiétude très importante. Très très vite, elle va effectivement se rendre au commissariat de Lagny pour signaler la disparition d'Estelle. Aucune trace de la petite Estelle disparue depuis jeudi soir. Un questionnaire a été distribué à tous les habitants du village. Les recherches se poursuivent autour des étangs, mais c'est la thèse de l'enlèvement qui est retenue par les enquêteurs. Le samedi 11 janvier, Éric Mouzin parle à tous les journalistes et pour lui, pas de doute, sa fille a été enlevée. La personnalité d'Estelle n'est pas celle d'un enfant fugueur, c'est un enfant plein de vie, c'est la joie de vivre par excellence. Le message que j'ai adressé à la personne qui a pu enlever Estelle est toujours le même, et c'est que je lui demande de la libérer. Une nuit où il fait extrêmement froid, en plein hiver, un enfant de 9 ans, on a du mal à imaginer qu'il ait décidé de lui-même d'aller faire une escapade nocturne dans la forêt ou ailleurs. Donc l'enlèvement s'impose comme l'hypothèse la plus probable. Et d'ailleurs, les moyens déployés pour les recherches sont très importants. On met du monde sur le terrain le soir même et jusqu'à 3h du matin à peu près. Après, la nuit et le froid arrêtent les recherches jusqu'au petit matin, mais il y a très vite des policiers, des pompiers. Le lendemain, très vite, un hélicoptère qui est mobilisé. On commence effectivement à mettre des plongeurs aussi pour regarder un petit peu les plans d'eau autour. Donc oui, il y a tout de suite des moyens très importants. Lundi 13 janvier, quelques jours après la disparition d'Estelle, un suspect présenté comme un maniaque sexuel est placé en garde à vue. Il sera innocenté rapidement et un peu plus de 2 mois plus tard, une grande battue est organisée avec le soutien de l'armée dans les bois des environs. Ça ne donnera rien. Damien Delceni, que font les enquêteurs dans les premiers mois qui suivent cette disparition ?
D'abord, ils vont commencer par regarder l'entourage familial d'Estelle, parce que c'est statistiquement par là qu'on commence quand on fait une enquête criminelle avec des enfants qui disparaissent. Là, ils cherchent d'autant plus qu'on est dans une situation de séparation entre le papa et la maman d'Estelle Mouzin, qui n'est pas très facile, notamment sur la garde des enfants, puisque le papa d'Estelle a la garde de son frère et la maman d'Estelle garde les 2 filles en quelque sorte, et ça crée quelques tensions. Puis dans le même temps, ils vont chercher ce qu'ils font d'habitude, c'est-à-dire est-ce que dans Guermantes ou aux alentours de Guermantes, il y a des gens qui sont connus pour, fichés pour, et puis après, ils vont être à l'affût de tous les témoignages qui vont pouvoir arriver, mais qui sont en réalité assez peu nombreux dans les premiers temps de l'enquête. On a l'impression qu'effectivement, cette petite fille, elle s'est dissoute, elle s'est volatilisée en quelques secondes, sans que personne ne s'en rende compte. Ils vont organiser cette opération de perquisition géante à Guermantes, c'est-à-dire qu'ils ferment carrément le village et on va fouiller toutes les maisons de Guermantes pour être sûr et certain que Estelle n'est pas entreposée à proximité de chez elle, en tout cas dans la commune. Et puis ils vont faire un dernier acte. Alors on peut se dire aujourd'hui c'est un peu des esbroufs et ça servait à rien, mais ils vont aussi faire un appel à Interpol pour récupérer des images satellites pour savoir si un pays étranger a pu capter au moment de la disparition d'Estelle une image de Guermantes qui leur permettrait d'avoir peut-être un véhicule, un déplacement, quelque chose. Ils vont avoir quelques réponses qui vont provenir de quelques services étrangers, mais aucune réponse positive, il n'y aura pas d'image satellite disponible. Donc ils font quand même beaucoup de choses. Juste après la disparition, Éric Mouzin lance une campagne de placardage de la photo d'Estelle. Il va s'investir, lui, directement dans l'enquête. Donc effectivement, il va avoir cette idée avec d'autres, avec des proches, de faire un avis de recherche un peu artisanal, en quelque sorte, avec une photo, une description physique, une description des vêtements qu'elle portait au moment de sa disparition, un numéro de téléphone. Et cette affiche, elle va être diffusée pas seulement dans le quartier ou dans la ville ou dans les villes autour, mais elle va être distribuée à des chauffeurs routiers, par exemple, pour qu'elle voyage, en fait, pour qu'elle se diffuse un peu partout en France, avec toujours la même idée, qui était le point faible de début de cette enquête, c'est qu'il n'y avait pas de témoignage. Donc lui, il veut absolument qu'on devienne familier, en fait, avec ce visage, ce qui est une réalité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la photo d'Estelle Mouzin, vous la montrez même à des gens qui ne s'intéressent pas à ce genre d'affaires, ils savent que c'est Estelle Mouzin. Décrivez-nous Estelle Mouzin sur cette photo. Estelle Mouzin, c'est une petite fille qu'on voit assez souriante, avec un œil un peu espiègle, ce qui était d'ailleurs le portrait qu'en faisaient ses parents. C'est une fille assez vive. C'est pas une fillette malheureuse, c'est pas une fillette taciturne, c'est pas une fillette à problème. Donc cette photo, c'est un peu le symbole d'une enfant de 9 ans, on a envie de dire, comme beaucoup d'autres, qu'on n'attend pas dans ce genre de situation en tout cas. Estelle a disparu, on a tous vu cette affichette avec le sourire figé d'une fillette. Les mois passent, l'émotion est nationale. Plus tard, Charlie Couture composera même une chanson pour Estelle. Damien Delceni, malgré toute cette mobilisation et le fait que le visage d'Estelle est, comme vous le disiez, connu de tous les Français, les recherches ne donnent rien. On dit souvent que certaines enquêtes comme ça de disparition d'enfants ou d'adolescents partent mal, c'est-à-dire on ne prend pas l'affaire au sérieux au début, donc on perd du temps, etc. Là, c'est franchement pas le cas, parce que là, Estelle, elle quitte son école à 18h, à 21h à peu près, les policiers sont déjà à sa recherche. La nuit qui suit, il y a des recherches. Le lendemain, il y a une information judiciaire qui est ouverte. La PJ de Versailles est saisie le lendemain matin. Donc, tout est allé très vite. Et malgré tout ça, malgré toutes ces recherches, malgré tous ces moyens, malgré effectivement la diffusion assez large, le fait que la médiatisation soit très importante, et ben rien, quoi. Enfin, rien en tout cas rien de sérieux, pas de piste particulière, quoi. Oui, Madame Cornillot ? Oui. Oui, bonjour, c'est la police judiciaire. Oui. Cet après-midi, 80 enquêteurs ont une nouvelle fois interrogé les habitants de Guermantes. Mais cette fois, avec un nouvel élément, ce portrait robot. Juin 2003, le portrait robot d'un suspect est diffusé par les enquêteurs. Alors ce portrait robot, en fait, il est établi à partir d'un témoignage, qui est le témoignage d'une jeune fille qui a sensiblement le même âge d'ailleurs que Estelle, et qui en fait s'est rendue auprès des services de police pour dire moi, il y a 15 jours, à Guermantes, j'ai été abordé par un individu qui était dans une camionnette blanche, une fourgonnette blanche, et qui, semble-t-il, voulait que je monte dans la camionnette, j'ai refusé, il est parti, etc. Donc évidemment, c'est pas un événement anodin pour les enquêteurs, parce que 15 jours avant la disparition d'Estelle, il y a déjà une fillette qui est abordée dans une rue de Guermantes. Donc elle va être entendue par les policiers, évidemment, et puis on va lui demander de décrire cette personne, et on va dresser ce portrait robot de cet homme brun, avec des lunettes un peu ovales, un peu mal rasées, mais qui a l'inconvénient de ressembler à peu près à n'importe qui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de traces distinctives qu'on peut avoir sur certains portraits robots, c'est-à-dire
Parfois, on a un tatouage, on a une cicatrice, on a quelque chose qui peut attirer à l'œil, qui peut donner une indication à quelqu'un. Ce portrait-robot, il ressemblait presque au père d'Estelle Mouzin aussi. C'est terrible à dire, hein. Mais ça veut dire qu'il pouvait ressembler à tout le monde. Donc, ce portrait-robot qui aurait pu être une vraie avancée, un vrai élément pour faire progresser l'enquête, en fait, il n'a pas servi à grand-chose sur le moment, ni après d'ailleurs. Vincent Gautrono, en juillet 2003, un certain Michel Fourniret est arrêté en Belgique. Pourquoi ? Michel Fourniret, il est arrêté en Belgique après une tentative d'enlèvement ratée. Dans ces ruelles de Ciney, une localité proche de la frontière française, il lui a d'abord demandé son chemin. La fillette est montée dans la fourgonnette, elle a senti que quelque chose de bizarre se passait et elle a réussi à s'échapper, à prendre la fuite de la camionnette. Elle a alerté des gens, une dame qui était sur le bord de la route qui lui a dit « Si tu vois cette camionnette repasser, tu me fais signe ». La camionnette est repassée parce que Michel Fourniret s'est rendu compte que la fillette n'était plus à l'arrière de sa camionnette. Il a fait demi-tour et il est passé devant une dame qui a noté la plaque d'immatriculation et il est interpellé par les policiers belges le soir même. Michel Fourniret est un forestier français de 61 ans, présenté comme un bon père de famille. C'est un monsieur tout le monde qui vit en Belgique, qui a une femme, qui est mariée, qui ne fait pas particulièrement parler de lui, même si la police et la justice le connaissent car il a déjà fait de la prison pour viol, mais c'est quelqu'un qui à ce moment-là n'a pas de soupçon sur lui. De quoi est-il soupçonné à ce moment-là ? À ce moment-là, il est soupçonné du premier enlèvement, de l'enlèvement qui a eu lieu de cette jeune fille belge qui vient de se plaindre à la police. Au moment de son arrestation, c'est la seule chose qu'on lui reproche. Damien Delceni, est-ce que la police judiciaire de Versailles, qui enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin, fait le rapprochement ? Ah, tout de suite. Ils le font d'autant plus facilement qu'au moment où Michel Fourniret est arrêté, ils sont dans une période de l'enquête où ils n'ont rien. Donc, ils ont ce signalement qui leur provient de Belgique sur ce Français qui est arrêté pour une tentative d'enlèvement sur une jeune fille, une fillette. Et surtout, quand ils font les premières vérifications sur Michel Fourniret, ils découvrent effectivement son passé judiciaire en France. Et surtout, ils découvrent qu'il a des attaches en région parisienne, notamment à Clairefontaine, dans les Yvelines, où il va voir sa famille. Donc, ils prennent une carte, ils voient qu'entre Clairefontaine, dans les Yvelines, et là où il vit aujourd'hui en Belgique, un peu dans les Ardennes, on passe par Guermantes, on passe par la Seine-et-Marne. Les enquêteurs, ils le prennent à l'époque comme un cadeau, cette interpellation, parce que vraiment, ils sont dans une situation tellement de brouillard et de non-information, de non-éléments, que l'arrestation d'un homme au profil de Michel Fourniret, c'est tout de suite pris au sérieux, bien sûr. Vincent Gautrono, celle qui est encore l'épouse de Michel Fourniret, à ce moment-là, Monique Olivier, lui fournit un alibi. La première fois qu'ils sont entendus par les enquêteurs et questionnés sur l'affaire Estelle Mouzin, ils disent qu'ils ne se rappellent pas de cette histoire-là, que ça leur dit rien, que le nom d'Estelle Mouzin, ils ne connaissent pas. Les enquêteurs vont les croire, aidés par un élément important, c'est un coup de fil qui est passé le 9 janvier 2003 vers 20h au fils de Michel Fourniret qui s'appelle Jean-Christophe, qui vit ailleurs en France. Les policiers découvrent ce coup de téléphone et demandent donc au couple qui a passé cet appel. Et là, Michel Fourniret dit « c'est moi ». J'ai essayé de joindre mon fils pour son anniversaire, parce que ça tombe effectivement le jour de l'anniversaire de son fils. Pendant presque 16 ans, c'est ce qui va faire dire à de nombreux policiers, ça ne peut pas être lui. Il était en Belgique à 20h, il ne pouvait donc pas être à Guermantes à 18h. C'est le suspect idéal, mais il a l'alibi idéal. Techniquement, oui. À ce moment-là, quand vous avez quelqu'un qui dit « j'ai passé un coup de fil à partir d'un téléphone fixe », en Belgique à 20h, ils vont faire le trajet, les policiers, ils vont prendre une voiture, puis ils vont regarder si on peut être à 18h à Guermantes et à 20h là où vit Michel Fourniret, c'est mécaniquement pas possible. Donc c'est un élément fort. Après, on sait juste que c'est le téléphone dont l'abonné est Michel Fourniret en Belgique, qui a passé un coup de fil au téléphone de Jean-Christophe Fourniret. Il n'y a pas eu de discussion, c'est juste un coup de fil qui tombe sur une messagerie. Donc effectivement, on peut aussi se dire que cet alibi-là, même fourni par sa compagne Monique, aurait pu être considéré comme léger, mais il était techniquement, en tout cas, indiscutable. En janvier 2005, juste avant la date anniversaire du 9 janvier, date anniversaire de la disparition d'Estelle, un cerisier du Japon est planté à Guermantes. Une marche est organisée pour Estelle, comme c'est désormais le cas chaque année. Damien Delceni, quelques mois plus tard, en mars 2005, la piste Fourniret est étudiée à nouveau. Pourquoi ? Il y a une double raison de s'y intéresser, c'est qu'il n'y en a pas d'autres de pistes sérieuses à l'époque. Et puis encore une fois, le profil de Michel Fourniret, il est quand même très proche de ce qui se passe en termes de mode opératoire. C'est-à-dire, on sait qu'Estelle Mouzin, elle disparaît entre l'école et son domicile.
on sait probablement qu'il y a eu repérage. Il y a une histoire de véhicule qui ressemble quand même beaucoup. Il y a ce côté, Estelle Mouzin, elle n'est pas enlevée comme ça par hasard parce qu'elle fait du stop, etc. Elle est enlevée sur un chemin qu'elle emprunte tous les jours. Donc, quand on commence à connaître un peu en 2005, on en sait un petit peu plus quand même sur la personnalité de Fourniret. On voit bien comment il procède, c'est-à-dire que tout est assez organisé, tout est assez scénarisé. Donc ça peut être une explication. En fait, à l'époque, ce qui bloque aussi un peu les enquêteurs, c'est qu'ils trouvent qu'Estelle, elle est un petit peu jeune dans la physionomie des victimes de Michel Fourniret, qui s'en prend plutôt à des jeunes filles un tout petit peu plus âgées, un peu plus sexuées, comme disent les psys, et qu'ils trouvent que le profil d'Estelle, et c'est encore une petite fille, et que c'est pas tellement dans ce que peut faire Fourniret. Il n'y en a qu'une qui dit le contraire, c'est sa propre femme, Monique, qui a toujours dit Estelle Mouzin, c'est bien le genre de Michel Fourniret. Mais c'est la seule. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, les policiers, à la fois, ils essaient de retravailler la piste Fourniret, et à la fois, ils butent toujours sur ce coup de fil qui est passé en Belgique, et puis sur d'autres aspects un peu plus psychologiques sur lesquels ils ne sont pas convaincus. Si les policiers réexaminent la piste, c'est aussi que le Michel Fourniret de 2005, c'est pas le même que celui de 2003 quand il est arrêté. Entre-temps, le couple a avoué 7 meurtres. Il y a de nouveaux éléments qui laissent penser que le profil de Michel Fourniret peut correspondre au kidnappeur d'Estelle. On trouve quand même une photo d'Estelle Mouzin dans l'ordinateur de Michel Fourniret. On trouve cette photo, il y a aussi une anecdote qui est racontée par sa femme qui dit qu'en gros, ils ont regardé ensemble un jour un programme à la télé où il était question de la disparition d'Estelle Mouzin et qu'il a dit c'est pas moi en riant, et elle dit ce rire voulait dire le contraire de c'est pas moi. Mais en tout cas, là on sait en 2005 que ce Michel Fourniret-là est un tueur en série de jeunes filles, même parfois très jeunes, parce que dans la liste officielle à ce moment-là, il y a quand même des enfants qui ont 12 ans, on n'est pas très très loin des 9 ans d'Estelle Mouzin, et on sait que c'est un des meurtriers qui fonctionne en couple, et qu'il y a encore une fois un mode opératoire, une cible et une façon de faire qui se rapproche pas mal de ce qu'on peut imaginer comme étant le scénario de la disparition et de l'enlèvement d'Estelle. Et Michel Fourniret nie toujours avoir tué Estelle Mouzin. Michel Fourniret n'avoue pas de meurtre quand les enquêteurs n'ont pas d'éléments probants. Ce qu'il faut rappeler, c'est que jusqu'à preuve du contraire, sa femme n'était pas présente quand il a enlevé Estelle Mouzin, donc sa femme n'a pas d'éléments très précis sur ce qu'il a pu se passer. Michel Fourniret, lui, il nie. Damien Delceni, en juillet 2006, le procureur de Charleville-Mézières, dans les Ardennes, qui supervise le dossier Fourniret, estime que l'on peut raisonnablement suspecter Michel Fourniret dans l'affaire Estelle Mouzin, et il l'écrit à sa hiérarchie et au ministère de la Justice. Que dit-il ? Le magistrat, ce qui donne, c'est le sentiment un peu de tout le monde, qui est même d'ailleurs le sentiment aussi des enquêteurs de la PJ de Versailles, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont séduisantes, entre guillemets, dans la piste Fourniret, mais on n'a pas l'essentiel, c'est-à-dire on n'a pas un fil à tirer. Vincent Gautronot, en octobre 2007, coup de tonnerre, Michel Fourniret demande à rencontrer la famille d'Estelle Mouzin et 2 autres familles de victimes. Michel Fourniret, il envoie une lettre au père d'Estelle Mouzin, Éric Mouzin, en lui disant « Bonjour monsieur, j'aimerais vous rencontrer, j'aimerais vous parler de père à père ». Et en même temps, il dit qu'il n'a rien à voir dans la disparition de sa fille. Donc il se remet au cœur de l'affaire Estelle Mouzin de lui-même, tout en niant son implication. Il envoie dans le même temps un autre courrier à la justice, en disant « Jugez-moi pour toutes les affaires, ça sera plus simple. Jugez-moi pour Estelle Mouzin, jugez-moi pour Johanna Parish, jugez-moi pour Marie-Angèle Domès. » Que dit Éric Mouzin de cette démarche pour le moins surprenante ? Depuis le début, Éric Mouzin il est convaincu, sûrement à raison, que Michel Fourniret est un pervers et il ne veut rien avoir à faire avec lui. Il ne veut pas lui parler, il ne veut pas l'entendre, il ne veut pas croire ce qu'il dit. Il ne s'intéresse même pas aux déclarations de Michel Fourniret. Lui, il fait confiance en la justice, aux enquêteurs, pour aller au bout de cette enquête, mais il ne veut rien avoir à faire avec Michel Fourniret. Merci à Damien Delceni et Vincent Gautronot. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir, du lundi au vendredi. Cet épisode a été conçu et préparé par Jules Lavie et Thibault Lambert. Réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, faites-le savoir. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous faire des retours directement à l'adresse codesource@leparisien.fr.